Bonjour à tous, merci d'être venus à ce talk. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Test Café, un outil pour faire des tests end-to-end. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est parce qu'on l'a implémenté chez un client, en l'occurrence Europe Assistance, et je trouve que l'expérience était assez intéressante pour la partager et voire encourager certains à l'appliquer sur leur projet. Rapidement, je m'appelle Jennifer, je suis chez Xebia Publicis Sapient depuis un peu plus d'un an. Je fais du front principalement et du JS et du React. Je vais essayer de faire un talk qui essaie d'être complet. Donc, je vais vous présenter Test Café, ce que c'est, comment ça fonctionne. Et on verra comment l'utiliser, comment runner les tests et l'intégrer dans une pipeline de CI. Et je vous parlerai à la fin de quelques features qui me semblent vraiment intéressantes pour aller un peu plus loin. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est Test Café et comment ça fonctionne? D'abord, c'est un outil écrit en Node.js qui vous permet d'écrire des tests soit en JavaScript, soit en TypeScript. C'est gratuit et c'est open source. Comment ça fonctionne? Contrairement à d'autres outils de testing end-to-end, il n'y a pas besoin de WebDriver. Pourquoi? C'est parce que ça utilise un proxy d'URL rewriting. Ça permet de simuler des actions utilisateurs et de manager l'authentification, les cookies, plein d'autres choses, les sessions, les local storage, voilà. Pour l'installer, du coup, comme il n'y a pas besoin de WebDriver, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. En principe, si vous êtes en train d'écrire ces tests-là, vous avez déjà Node et NPM d'installer. Là, en l'occurrence, j'utilise Yarn, mais c'est pareil que NPM. Donc, vous avez juste à installer le package Test Café sur votre projet. Une fois que ça c'est fait, voici la structure d'un code. Si vous êtes habitué des tests unitaires, ça devrait vous parler. Ici, dans l'encadré rouge, on écrit une fixture qui est en fait un scénario. Donc ce que vous voyez, Getting Started, il faut le voir comme le titre de votre scénario. Le page, ça va cibler l'URL que vous voulez tester. Donc là, c'est une URL qui est déjà en ligne, mais vous pouvez tester votre localhost. Ensuite, vous définissez votre test avec son nom, MyFirstTest, et il y a une fonction qui est appelée dans laquelle vous allez écrire votre code, votre test. Vous voyez bien qu'ici, il y a un paramètre T. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est un contrôleur et c'est grâce à lui que vous allez écrire vos tests. Pour lancer votre test, vous utilisez la commande test café. Là, je lui dis de le lancer dans un navigateur Chrome et mon fichier s'appelle test.js. L'encadré bleu, c'est le résultat de ce test. Là, il ne s'y passe rien, donc il est OK. Comment on fait pour utiliser test café au quotidien? On va voir tout ça et on va voir comment écrire nos codes, nos tests et comment organiser notre code. Pour ça, j'ai pris un exemple. J'ai fait un mini projet avec à gauche une page de posts qui sont en fait des liens vers les détails de chaque poste. Ce qu'il faut voir dans cette page, ce qui va nous intéresser nous pour ce projet, c'est le bouton plus que vous voyez en haut à droite qui mène vers la page qui est à droite, la screenshot. Ici, l'utilisateur va rentrer un formulaire, va rentrer un nouvel article. Notre test end-to-end, il va consister à vérifier qu'un utilisateur peut vraiment créer son test, son formulaire et son article. Donc voilà, donc ce qui va se passer concrètement dans mon équipe, c'est que mon PO ou mon QA manager va arriver et va me dire je veux m'assurer qu'à chaque fois que le site est en ligne, il est toujours possible que l'utilisateur vienne depuis la page des posts, clique sur le bouton plus, arrive sur le formulaire et poste son article. Pour ça, on va utiliser l'API Selector, qui est fournie par Test Café. Cette API, c'est simplement une fonction qui va identifier des éléments de la page. Ça, il faut le voir comme le document.querySelector du JavaScript. Donc, il utilise les standards CSS. Comme vous pouvez le voir là, je nomme une variable addButton. Je vais chercher le sélecteur button. J'ai fait exprès de prendre un sélecteur CSS qui soit un peu complexe. Il est évident que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Vous allez peut-être définir des ID ou des classes. Ce qu'il faut voir, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quel standard CSS. Aussi, ce qu'il y a d'important sur ce test, comme vous le voyez, c'est le await. En fait, le await, il va vous permettre d'être sûr que Test Café attend que l'élément soit là. Le test ne va pas casser, il va attendre que l'élément apparaisse. C'est
quelque chose qui pose souvent problème quand on fait des tests end-to-end. Si vous avez fait des tests avec Selenium, vous devez comprendre de quoi il s'agit. Donc maintenant, on sait aller chercher nos éléments dans une page, dans un composant, et on veut faire des actions avec. Pour ça, on va utiliser les actions du contrôleur. Tout à l'heure, je vous ai parlé du paramètre T qui était passé dans la fonction du test. C'est lui qui va nous fournir l'API des méthodes pour simuler les actions de l'utilisateur. Donc on va avoir du clic, du right-click, du double-clic, il y en a plein. Là, j'ai fait un exemple avec over et click. Je ne sais pas si c'est assez clair. C'est chaînable, donc voilà, c'est intéressant. Et toujours la méthode await, parce que toutes les actions seront asynchrones. Donc maintenant, on sait aller chercher les éléments, on sait faire des actions dessus. On a besoin d'aller voir leur état. Typiquement, si je vais chercher un titre, ok, j'y accède, je peux cliquer dessus, mais j'aimerais bien savoir c'est quoi ce contenu, c'est quoi le titre, le texte de ce titre. Donc c'est ce que je vais faire avec l'Observing Page State. Ça nous permet d'accéder à des états de chaque élément que vous allez chercher. Ici, j'ai le inner text, mais vous pouvez avoir du count pour chercher le nombre d'éléments dans une page. La documentation de Test Café pour ça est assez claire. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Donc là, je vais chercher un title. Je vais chercher son état inner text. Si je log cet inner text, j'ai bien post page. OK, il ne manque plus qu'un truc. Je veux faire des assertions, parce que si je fais un test, j'ai besoin en fait de vérifier des choses quand même. Je n'ai pas besoin de faire juste des actions qui naviguent. Pour ça, je vais utiliser des méthodes d'assertion qui sont fournies par Test Café. Et il y en a plusieurs, le deep equal, not deep equal, OK, not OK, etc. Dans ce premier exemple, je vais chercher le H4. Je vais m'attendre à ce que le inner text soit bien égal à post page. Le deuxième exemple, je vais chercher dans ma liste le nombre de liens, await links.count, et je m'attends à ce qu'il y en ait 100. On a la base, et maintenant, on devrait être capable d'écrire le test dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je voulais naviguer, appuyer sur le bouton « plus » et remplir mon formulaire. Donc, on a vu qu'on appuyait sur le bouton « plus », et maintenant, ce qu'on voit, c'est que les premières instructions vont chercher l'encadré de titre, vont remplir le contenu. Pareil pour le text area. Et ensuite, on clique sur le bouton Submit. Notre scénario est rempli. A priori, si je lance mon test, tout devrait bien se passer. Test Café lance un navigateur. Donc là, vous allez voir un premier test dont je ne vous ai pas parlé. Il s'agit d'entrer de la home vers les posts. Et ça, c'est le test qu'on a écrit. Et voilà, on a fini et on peut rentrer chez nous. Ou pas. Donc, notre scénario est rempli. C'est cool. Mais vous voyez quand même qu'il y avait beaucoup de lignes de texte, de code. Et si vous avez un grand scénario, ça va commencer à être un peu compliqué à maintenir. Pour ça, il est plutôt recommandé d'utiliser le pattern PageObject. Qu'est-ce que c'est ce pattern? Ça consiste à avoir une représentation de vos pages ou de vos composants. Et donc, vous allez abstraire le scénario de la représentation de vos pages. Prenons l'exemple là. Je vais créer un modèle qui s'appellera AddPage, qui contient le formulaire. Un modèle qui s'appellera PostPage, qui contient le bouton. Et mon test en lui-même, il va contenir que le comportement du test. Il va aller instancier ces modèles-là et il va les utiliser. Vous allez, de cette façon, vous pouvez tout le temps réutiliser vos modèles, la page, vous pouvez la réutiliser plein de fois dans vos tests. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est le modèle AddPage. En fait, c'est simplement une classe en JS. Dans le constructeur, je lui donne différents sélecteurs qu'il va contenir. Donc, vous vous souvenez, il y avait le formulaire, l'input de title, le text area et le bouton Submit. J'ai fait une méthode isPageDisplayed qui me permettra de m'assurer que la page est bien affichée quand j'ai cliqué sur le bouton plus. Simplement, je m'assure que les éléments de la page sont présents.
Et le submit form prendra un title et un content et utilisera les méthodes qu'on a vues tout à l'heure, type text et le clic sur le bouton submit. Donc ça, c'est pour le add page model. Le post page model, il va contenir les posts, pardon. Non, pas les posts, oui, les posts et le bouton d'ajout. Là, je garde que le bouton d'ajout. Je n'ai pas besoin de faire pour ce test de rajouter du code, mais si vous pourriez mettre les autres éléments. Et donc, notre test il devient beaucoup plus clair. J'instancie la page des posts, j'instancie la page de formulaire et je m'en sers. Je fais un clic sur le bouton de la page des posts, je m'assure que l'ajout, le formulaire est présent et ensuite je submit mon form. Pourquoi on fait ça? Je vous l'ai dit, hein, c'est pour éviter de répéter le code et surtout c'est pour la maintenance. Et toujours dans ce souci de maintenabilité du code, il existe les hooks before each, after each sur les fixtures et before et after sur les tests. Comme pour les tests unitaires, en fait, si les choses vous les faites avant chaque test, vous n'allez pas les réécrire dans votre test. Ici, par exemple, avant chaque test, j'ai besoin de partir de la home et arriver sur ma page des posts. Je le fais là et ça se fera tout seul à chaque fois. Donc maintenant, on écrit nos tests. Si vous parcourez la doc, vous avez tout ce qu'il faut pour aller chercher les méthodes dont vous aurez besoin pour checker vos propres projets. Mais jusqu'ici, on run les choses en local. Et on voudrait aller un peu plus loin et surtout, on voudrait tester plusieurs navigateurs. Donc il faut savoir que Test Café, il peut tester bon nombre de navigateurs modernes, donc Google, Firefox, différentes versions, même IE. C'est possible. Et donc, vous pouvez lister les browsers avec Test Café, list browsers. Évidemment, il faut que les navigateurs soient installés sur la machine sur laquelle vous lancez les tests. Ensuite, vous pouvez tester les remote devices. Donc, vous allez lancer la commande Test Café remote. Il va vous donner une URL ou un QR code. Avec votre mobile, vous allez sur cette URL et les tests vont être joués sur votre téléphone. Il faut que le téléphone soit sur le même réseau, sinon ça ne fonctionne pas. Et vous pouvez utiliser l'émulation de Chrome. Donc vous lui donnez le device dont vous avez besoin avec la commande Chrome émulation. Je n'ai pas testé les Cloud Testing Services, donc je sais qu'il y a BrowserStack et SourceLab. Je ne les ai pas testés directement, mais si c'est des outils que vous utilisez sur vos projets, je pense que ça vaut le coup d'aller voir. Ça a l'air d'être assez avancé. Je vous ai listé ici quelques options de la CLI que je trouve vraiment intéressantes, en tout cas qu'on utilise sur notre projet. Le concurrent mode, vous pouvez lancer plusieurs tests en même temps. Ce n'est pas négligeable parce que les tests end-to-end peuvent prendre beaucoup de temps. Alors après, il ne faut pas que vos tests soient dépendants les uns des autres, sinon ça ne fonctionne plus. La vitesse, ça, nous, on s'en sert surtout pour débugger. En fait, là, la vidéo que je vous ai montrée, j'avais réduit beaucoup la vitesse. Sinon, ça va à une allure folle et on n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Vous pouvez aussi lancer plusieurs navigateurs et, en même temps. Donc, si vous êtes dans une pipeline de CI, c'est plutôt pratique. Et vous pouvez surtout les lancer en headless. Et ça va nous intéresser. On va le voir plus tard. Et l'option qui est indispensable à mon sens, c'est les screenshots et les vidéos, parce que pour le coup, on peut les avoir que quand le test fail. Donc, quand vous allez avoir des reports, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé à un endroit précis. Et en parlant de reports, vous pouvez avoir différents reports possibles. Ceux qui sont fournis de base, je ne crois pas qu'ils soient intéressants tout seuls, à moins de les intégrer ensuite dans votre outil de CI, mais vous ne pourrez rien en faire. Le JSON va vous donner un compte-rendu qui ne sera pas intéressant. Mais par contre, vous pouvez mettre des plugins qui vont vous faire des reports en HTML, des notifications sur Slack ou sur d'autres outils de messagerie. Par exemple, nous, sur le projet, on a un report HTML, mais on a aussi des notifications pour les différentes filiales qui vont être comprises, qui vont être concernées. Voilà, ça permet de cibler spécifiquement chaque client. Ouais, on voit bien. Ça, c'est un exemple de report HTML qu'on a sur Europe Assistance. Voilà, c'était juste pour vous montrer que c'est plutôt visible par d'autres personnes que les développeurs.
Et quand ça fail, on a évidemment le message d'erreur et on peut cliquer sur les screenshots et aller voir ce qui se passe en détail. Comment on fait pour mettre tout ça dans une CI? Donc, j'ai fait un exemple avec Circle CI, mais évidemment, c'est possible dans beaucoup d'autres outils. Un petit prérequis, c'est que, en tout cas, moi, j'ai pris le parti de tester l'application qui est buildée. J'ai pas envie de tester ce qui est en dev, parce qu'au final, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va être mis dans la main du client et des utilisateurs. Donc, pour l'exemple, je build mon application et je la sers d'un côté. Et ensuite, je lance mes tests sur ce serveur-là. Donc, j'ai mon application qui tourne et j'ai mes tests qui tournent. C'est pas encore ce qu'on veut parce qu'on va être dans une CI. Et la CI, elle ne va pas faire tourner notre application sur un serveur. Et ça tombe très bien parce que Testcafé fournit une commande qui s'appelle AppCommand, qui permet de lancer une commande shell avant de lancer les tests. Donc, dans mon petit package JSON, je vais mettre une instruction, un script E2E CI, qui va servir mon application et runner les tests. Donc maintenant, j'ai plus qu'une commande et j'ai plus qu'à la lancer dans Circle CI. Donc ça, c'est le fichier de configuration de Circle CI. Il n'y a rien de fou. Le début, voilà, je build mon application et ensuite, la dernière instruction, je lance mes tests. Mes tests sont lancés sur Circle CI, je les vois apparaître sur l'iPipeline. On a fait un petit test bidon, tout va bien, ça passe. Juste pour vous montrer, ça, c'est sur Jenkins. C'est le résultat concret des tests end-to-end qu'on a chez notre client. Ça me semblait intéressant de vous en parler parce que, vous voyez, ça dure 9 minutes, les tests end-to-end, et on n'en a pas beaucoup. On en a, je crois, moins de 10. Donc, je voulais juste rappeler que les tests end-to-end, c'est vraiment utilisé avec parcimonie. C'est très fragile. La maintenance, il faut quand même dire que même si c'est bien avec Testcafé, c'est quand même compliqué à maintenir parce que dès qu'on fait une modification, il faut modifier les tests. Et voilà, il ne faut vraiment pas en utiliser beaucoup. On est sur le haut de la pyramide des tests. Il faut garder ça en tête quand même. J'ai pas de timing. Quelques features qui sont intéressantes, parce qu'on est quand même sur des tests end-to-end. Donc là, on a vu la navigation, le front, tout ça se passe bien. Mais les tests end-to-end, c'est aussi tester de bout en bout. Donc, par exemple, si vous avez une base de données ou s'il y a des requêtes qui vont aller sur d'autres API, etc. Donc, je voulais vous parler de ces petites fonctionnalités pour loguer les requêtes HTTP. Là, ce que je veux faire, c'est j'ai des appels à une API, mettons. Je vais définir un logger. Donc, j'importe le request logger de Testcafé. Je définis mon logger. URL ici est défini au préalable. Ensuite, c'est un hooks. Et du coup, je lui dis test.requestHooks. Je lui donne mon logger, ce qui fait que dans mon test, vous voyez, je peux m'attendre à ce que le contenu du log sur l'URL que j'avais défini ait un status code à 200. Bon, évidemment, on va aller tester d'autres choses, mais là, c'est pour l'exemple. Donc maintenant, on sait qu'on peut loguer les requêtes. Donc, on peut faire des assertions dessus. Parfois, on voudra les moquer. Donc, l'exemple le plus concret que j'ai trouvé pour voir dans quel cas on voudra moquer, c'est les tags Google Analytics. Pour ceux qui ne savent pas, quand on fait un tag pour avoir des stats sur notre site, on fait une requête auprès de Google et Google nous envoie un GIF et dit « Ah, c'est OK, ça s'est bien passé ». Et là, je voudrais que mes tests ne viennent pas embrouiller mes stats Google Analytics. Donc, je vais faire un request mock. Je vais lui dire sur la requête vers Google, tu vas me répondre ce faux GIF que j'ai créé. Et ensuite, je l'intègre à mon test comme un hook. Là, on ne peut pas voir dans le test le résultat concret, mais si vous ouvrez votre console dans le test, vous verrez que sur le réseau, il n'y a pas de tag vers Google qui passe. Dernière petite spécificité, il existe des sélecteurs spécifiques à certains frameworks, donc React, Vue, Aurelia et Angular. Je ne les ai pas testés directement, mais je pense qu'on peut y aller. Testcafé en parle avec assez d'assurance, ça a l'air mature.
Moi, j'ai décidé de ne pas faire ça et de me concentrer sur le build, mais il n'y a pas de souci, sachez que ça existe. Et enfin, il y a un outil qui, à mon avis, est très intéressant pour les équipes de QA. Ça s'appelle Test Café Studio. Alors pour le coup, c'est pas open source et c'est pas gratuit, mais ça fonctionne avec Test Café. Ça va faire la même chose que tout ce qu'on a vu là, mais avec un IDE. Donc pour les non-développeurs, c'est quand même sympa. Et surtout, ça convertit le code. Donc, ça peut importer votre code que vous avez écrit pour le donner, je sais pas, un PO, un QA, et inversement. Lui, il peut écrire des scénarios et vous envoyer son code. Alors, le code qui est généré n'est pas forcément utilisable pour un développeur, mais ça donne une intention de quel scénario on veut tester. Donc, je l'ai testé un peu. Ça, c'est l'interface. Je ne peux pas vous en dire grand-chose, on ne l'utilise pas au quotidien sur le projet. J'ai demandé une licence, j'ai un peu testé chez moi, mais bon, moi je suis dev, voilà, j'ai pas été plus loin. Mais franchement, je pense que ça vaut le coup dans une équipe de QA. Voilà, je vous remercie. Je pense que j'ai passé vite sur certains projets. Ce que je voudrais que vous reteniez de ça, c'est que c'était assez simple à mettre en place. J'étais très sceptique au début. Et finalement, à l'utilisation, je trouve que ça va, franchement, pour des tests end-to-end. J'ai encore mes cheveux, ça va, j'ai survécu. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai fait un tuto qui est plus complet et plus pas à pas pour apprendre. Voilà, n'hésitez pas à donner vos retours et si vous avez des questions. Merci beaucoup pour la présentation. Donc actuellement, nous avons Selenium et je pense que tout le monde galère avec ça. Et quand on regarde les trends entre Test Café et Cypress, c'était... en fait, pourquoi vous avez choisi Test Café? Est-ce qu'il y a des raisons vraiment particulières ou... Non, j'ai pas de raison. En fait, j'hésitais entre les deux. C'était l'un ou l'autre. Du coup, j'ai pris ce qui était le plus facile parce qu'on avait beaucoup parlé de Test Café qui était mis en place. Ce que j'aimerais, c'est si vous avez testé Cypress, on essaie d'organiser un petit meet-up et on voit les. J'ai toujours pas trouvé quelqu'un qui me dise ouais, vas-y, on fait une comparaison. Donc moi, comme je l'ai pas testé, je peux pas en parler. J'aurais une question concernant plutôt la stabilité. C'est-à-dire que vous l'avez mis dans une CI et ainsi de suite. Est-ce que les 9 tests que vous avez n'ont pas de problème de faux build en fait, faux failed? Oui, alors ça, c'est une Je question sais que c'est très une façon intéressante. asynchrone, je crois. Ouais, ça nous est arrivé beaucoup au tout début, je pense, parce qu'on ne maîtrisait pas bien nos tests. Et on s'est aperçu qu'en fait, ça nous est arrivé de moins en moins, surtout quand on a bien choisi nos tests. Quand on les choisit, les tests, il faut quand même prendre ceux qui sont les moins susceptibles de bouger en permanence. Il faut prendre, je pense, qu'il faut prendre des chemins critiques de l'appli, qui sont juste les scénarios qu'on veut absolument pas casser et qui sont là depuis tout le temps. On n'a pas eu de truc où le test échouait, mais c'était pas vrai. Il échouait parce qu'on avait modifié des choses, mais on s'est dit, bon, on arrête de tester ça parce qu'on le modifie tous les jours. On n'a pas eu, en tout cas, je ne me souviens pas qu'on ait eu un truc où on s'est dit non, il s'est trompé. Il ne se trompe pas, soit s'il ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il me semblait justement, comme c'est asynchrone, c'est le fait de gérer le temps en fait qui était différent des autres systèmes. C'est pour ça que j'ai. Et ben, je pense que justement, bon, après, j'ai pas testé Cypress, mais je pense que ça arrive pas parce que comme il y a le wait, du coup, il n'y a pas de problème d'asynchrone. Petite question, est-ce que vous avez essayé de l'intégrer avec la couche Cucumber? Alors, on en a beaucoup parlé et j'ai pas eu le temps. Par contre, il y a un article très intéressant sur le sujet sur Medium. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Il n'y a pas beaucoup d'articles sur Test Café, donc on le retrouve très facilement. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis un tout petit peu surpris de la longueur de 9 tests en 9 minutes. C'est des scénarios immenses que vous testez? Oui. C'est des parcours clients à plein d'étapes, des tunnels, c'est ça? C'est des parcours complets. Et donc notre application, elle a des grands parcours. Je ne suis pas experte des tests non plus. Moi, je pense qu'il y a deux stratégies. Soit on fait ça et on a un parcours complet. Après, je sais qu'il y a une autre stratégie qui est intéressante, qui est de tester des parties de scénario, peut-être composant par composant.
J'aimerais bien tester cette autre façon aussi. Peut-être que les tests prendraient moins de temps. J'avoue que sur ça, je sais pas. Le choix des scénarios, c'est pas encore quelque chose qui est clair pour moi en tout cas. Ok. Ouais, avec Cypress, j'avais testé des longs parcours en trichant un petit peu. C'est-à-dire que chaque étape du parcours, je la testais. Les étapes, en fait, je les simulais via le réseau avant. D'accord. Avec Cypress, en fait, c'est possible d'envoyer des requêtes XHR Ok. avant. Du coup, ça me permettait de bypasser les étapes. Merci beaucoup. Du coup, le fait d'utiliser les await, ça donne du code super clair pour le cas nominal et tout ça. Mais quand on est en train de développer, imaginons que soit on met pas le bon sélecteur, par exemple, ou ça, le fait qu'il se passe tel événement soit très long, ou que au contraire ça aille tellement vite parce que ça va beaucoup plus vite que quand on fait les scénarios à la main. Du coup, on n'a jamais le résultat attendu dans le await. Et du coup, comment se passe le feedback pour continuer à développer, mettre par exemple le bon sélecteur, ou etc. Je ne sais pas si ma question est claire. Je crois que j'ai saisi. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, il s'agit de, en tant que développeur, ça marche pas, c'est parce que c'est trop long, ou ça marche pas parce que je me suis trompé dans mon test, c'est ça? Voilà, c'est en fait dans le await. On met, a priori, c'est pas là qu'on veut faire le test, c'est juste du code qu'on met parce qu'on fait notre code métier et qu'on veut nos éléments et qu'à la fin, on ait tout qui se soit déroulé comme dans notre cas métier. Mais ce qui m'est arrivé souvent quand je faisais mes tests sous Selenium, c'est que le code s'exécutait trop vite par rapport à ce qui se passait quand j'essayais moi de faire le test. Et du coup, je faisais plein d'assumptions, enfin de suppositions qui en fait étaient pas vraies parce qu'elles n'étaient pas encore là, etc. Du coup, il fallait que je modifie mon test parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte qu'en fait, je scrollais pour aller voir le truc au milieu ou des machins comme ça. Ah tiens, ça c'est une autre bonne question. Comment on fait pour remettre le truc au milieu? Je repense sur le premier truc. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, en tout cas avec Selenium, j'avais un feedback qui me disait l'élément n'existe pas, le truc ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas encore eu tel truc, machin. Là, comme le code est entre guillemets assez minimaliste avec le await, comment j'ai un feedback qui me permet de corriger du coup? Alors, il y a quand même un moment où il dit il va pas attendre pendant 1000 ans. Il y a un moment, il dit ton truc, il est pas là, cherche pas. Et ça, c'est par contre, il y a la possibilité de le régler. Je sais plus quel est le paramètre. Il y a un temps où il va considérer que j'attends pas plus longtemps. Et ensuite, il dit là, telle ligne, j'ai pas trouvé ton élément. Et on peut avoir du coup la screenshot, mais surtout, il y a une ligne, un message d'erreur dans la console. On peut le paramétrer événement par événement? Il me semble à vérifier qu'on peut, pour chaque action du test controller, on peut donner, je ne sais plus, c'est un delay time ou je ne sais plus quoi, à attendre. À vérifier dans la doc. Je ne me souviens plus. Et donc scroller pour avoir l'élément cliquable? Scroller, je suis passée très vite dessus, mais en fait, il y a l'API Selector et il y a l'API Client Function elle permet de simuler des événements de la fenêtre. Donc les scrolls, les resize et tout ça. J'en ai pas beaucoup parlé. Mais... Merci beaucoup. Merci.